Syndicats, il y a un instant, 1 million selon la CGT, 500 000 selon la police. Après la mobilisation d'hier, l'intersyndicale s'est donc réuni ce matin dans les locaux de la CGT. Il lance un ultimatum au nouveau Premier ministre, Sébastien Lecornu, et réclame donc des engagements pour répondre à leurs revendications d'ici à mercredi prochain. Quelle marge et quel cap pour Sébastien Lecornu? Quel cap politique? Quelle marge pour se maintenir à Matignon? On va en parler avec nos invités. Pablo Pio-Vivien, bonjour, rédacteur en chef de la revue Regard. Antoine Oberdorf, bonjour, journaliste politique à l'Opinion. Est également avec nous Alexandre Peyrou, journaliste politique de France Télévisions. Merci Alexandre d'être revenu nous voir dans ce 16-18. Justement, Alexandre, 5 jours, c'est court pour un Premier ministre qui avait imaginé en quelque sorte un discours de politique générale, même si on n'avait pas la date, plutôt début octobre. 5 jours, et puis c'est une date qui, si vous voulez mon avis, n'est pas forcément due au hasard, puisque on sait qu'on n'aura pas de gouvernement a priori avant cette date de mercredi, puisque, vous le savez, c'est le chef de l'État qui nomme sur proposition du Premier ministre le gouvernement, et il se trouve qu'Emmanuel Macron, il va être très pris dans les jours à venir. Il part dimanche pour les États-Unis, pour l'Assemblée générale des Nations Unies, pour reconnaître l'État de Palestine, et il revient de ce voyage. Il repart de New York mercredi soir et il sera à Paris jeudi midi. Donc, quelque part, ça permet aux syndicats de jouer un match direct, finalement, entre eux et le Premier ministre, qui ne peut pas avoir, entre guillemets, de proxy, d'intermédiaire, en la personne qui pourrait être un éventuel ministre du Travail ou un ministre de l'Économie. C'est très court. Et ça va être très compliqué, en tout cas pour Sébastien Lecornu, de voir politiquement quelle solution il peut aborder, il peut donner aux syndicats dans ce laps de temps. Pablo Pio-Vivien, ça donne l'impression d'un Sébastien Lecornu relativement seul, puisqu'il n'a pas encore constitué son gouvernement, face aux syndicats. Un Premier ministre seul? Alors, il n'est pas seul, puisqu'il est avec Emmanuel Macron, avec qui ils sont deux, mais il va être un peu en voyage, c'est bien compris. Exactement, il va être en voyage, mais on ne peut pas douter du fait que tout ce que dit Sébastien Lecornu a été validé, soupesé, ratifié par le président de la République auparavant. Donc, il est seul. Enfin, je vois votre bandeau avec écrit Sébastien Lecornu, une nouvelle méthode, mais enfin, il n'y a pas de méthode. Enfin, Sébastien... On va en parler. Non, mais Emmanuel Macron a placé Sébastien Lecornu dans une impasse. Il lui a donné une mission impossible. Et c'est pas Tom Cruise, la mission, elle est vraiment impossible. C'est-à-dire que politiquement, il n'a absolument aucune marge de manœuvre pour s'en sortir. Vous avez parlé de la mobilisation des syndicats, qui a été très puissante hier. Quand même 1 million de gens dans la rue, 500 000 selon la police. C'est très, très important. Oui. Tout cela sans mot d'ordre. C'est-à-dire que vous avez une gauche à l'offensive. Moi, ça fait 20 ans que je fais des manifs. C'est la première fois, en fait, que je fais pas une manif contre quelque chose. La plupart du temps, je me mobilise contre le CPE, contre la loi travail, contre la loi Macron, contre la réforme des retraites. Ça, c'était clair et pratique. Alors, c'est clair et pratique, mais hier, dans la rue, je suis allé dans la manifestation et je voyais bien que c'est une gauche qui était présente dans les manifestations à l'appel de l'intersyndicale, mais c'est une gauche conquérante, en fait. C'est une gauche qui vit. C'est une gauche qui dit on va pas se laisser avoir, en fait, une nouvelle fois. On va pas laisser passer le wagon, en fait, du mouvement qui est en train de se créer, parce que avant, il y a eu le 10 septembre et bloquons tout. Il y a le blocage institutionnel à l'Assemblée nationale. Et la gauche compte bien tirer son épingle du jeu à ce moment-là. Donc, elle ne fera aucun cadeau à Sébastien Lecornu. Et de l'autre côté, je ne vois pas pourquoi le Rassemblement national irait être la béquille, la roue de secours d'un éventuel gouvernement Lecornu, alors qu'ils ont en ligne de mire la présidentielle 2027 ou une éventuelle dissolution. Je veux pas vous redonner la parole. Vous la reprendrez tout à l'heure, mais à moins que ce soit le PS, la roue de secours. On en parlera. Antoine Oberdorf, le problème pour Sébastien Lecornu, ça n'est pas que s'il cède à la rue. D'abord, s'il cède aux syndicats en 5 jours, on aura l'impression qu'il a cédé à la rue et qu'en plus, il n'aura plus grand-chose à céder justement au Parti Socialiste ou au Rassemblement National si tout est déjà fait. Non, mais j'ai pas l'impression que ce soit le genre de la maison de céder à la rue, très honnêtement. D'abord, la lecture qui est faite du côté de l'exécutif et en particulier du côté de Matignon de ce mouvement social, de cette mobilisation sociale, n'est pas nécessairement celle de Pablo. J'entends par là qu'effectivement, il y a une gauche à l'offensive, combative, qui est encore amère de s'être vue refuser une quelconque nomination à Matignon. Pour autant, c'est une
une gauche à l'offensive dans une France qui penche majoritairement à droite. Donc, pour toutes ces raisons-là, Sébastien Lecornu n'entend pas lâcher. Et puis surtout, il est tenu reine courte par un président de la République qui, certes, s'absente à la tribune des Nations Unies à New York, mais qui ne lui a donné absolument pas mandat pour lâcher quoi que ce soit aux oppositions. Il lui a quand même donné mandat, quand il l'a nommé, de discuter avec les oppositions pour faire un budget. Absolument. Il lui a pas donné de limite, en tout cas pas officiellement. Et là, on a assisté effectivement, là c'était Retour vers le futur cette semaine, à une ronde de consultation à Matignon avec les oppositions qui ont défilé, qui ont toutes entendu le même mot de rupture, celui qui a été prononcé lors de la passation entre Sébastien Lecornu et François Bayrou par Sébastien Lecornu, sans savoir ce qu'il y a derrière en matière de contenu, derrière ce mot de rupture. Est-ce que c'est la taxe Zuckman ? Certainement pas, puisqu'elle fait office d'épouvantail pour toute une partie de la Macronie. Est-ce que c'est une suspension de la réforme des retraites, comme le demandent certains ? C'est pas sûr non plus. Nous, on a interrogé au service politique de France Télévisions l'entourage du chef de l'État sur cette question. Clairement, c'est un niet ferme et définitif qui nous a été répondu. Alors, sans parler de franche rupture avec le macronisme, Sébastien Lecornu semble tout de même vouloir marquer sa différence pour tenter de convaincre une partie de la gauche, notamment Elliott Samuel. Bonjour. Quels sont les bougets, comme on dit maintenant, envisagés par le Premier ministre selon les informations dont on dispose aujourd'hui à prendre au conditionnel, parce que ça peut changer dans 2 heures. Absolument. On va déjà revenir sur ce qui a déjà été annoncé par le nouveau Premier ministre, Sébastien Lecornu, qui est revenu sur sans doute la mesure la plus symbolique du budget de son prédécesseur François Bayrou, la suppression des 2 jours fériés. Cette mesure qui est d'ores et déjà abandonnée. Sébastien Lecornu qui est aussi revenu sur les privilèges accordés aux anciens membres du gouvernement et notamment les ex-premiers ministres. Ces privilèges à vie sont désormais terminés donc pour ces anciens chefs du gouvernement. Le nouveau Premier ministre qui ce matin a annoncé supprimer de nombreuses délégations interministérielles pour avoir plus d'efficacité pour l'État. Il y a de très nombreuses délégations interministérielles aujourd'hui sont supprimées, par exemple celles sur le service national universel, sur la forêt et le bois par exemple, ou encore les restructurations d'entreprises ou les grands événements sportifs, pour citer quelques exemples donc pour Sébastien Lecornu qui veut donc plus d'efficacité. Il y a donc aussi les pistes étudié en quelque sorte pour l'instant. Peu de choses filtrent, vous en avez parlé en plateau. Ce n'est pas à Matignon qu'on nous évoque ça, mais plutôt du côté d'un responsable du bloc central, la piste de geler la réforme des retraites. On en est encore très loin, évidemment, mais c'est une piste qui est bien sûr sur la table, même s'il faut prendre toutes les pincettes pour qu'elle soit mise en place, bien sûr, mais c'est ce que demande, bien sûr, la gauche. Il n'y aurait pas, quoi qu'il arrive, d'abrogation de cette réforme des retraites. On rappelle qu'une abrogation de cette réforme coûterait 16 milliards d'euros d'ici à 2032, selon la Caisse nationale d'assurance vieillesse. Alors évidemment, s'il y a des concessions, il faudrait trouver de l'argent. La piste qui est le plus étudiée depuis plusieurs semaines, qu'on évoque le plus, c'est cette fameuse taxe Zuckman. On le rappelle, cette taxe Zuckman, c'est un impôt plancher de 2% sur le patrimoine qui va au-delà de 100 millions d'euros. Selon l'économiste Gabriel Zuckman, elle rapporterait 20 milliards d'euros. Selon d'autres économistes, elle rapporterait seulement 5 milliards d'euros à l'État. Sébastien Lecornu qui a en tout cas indiqué que cette taxe Zuckman, en tout cas cette taxe sur les ultra-riches, elle ne concernerait pas le patrimoine professionnel. Ce que refuse la gauche, vous voyez, ça va être un jeu d'équilibriste pour pouvoir convaincre à gauche tout en conservant la droite sous son aile. Merci Elliott Samuel pour toutes ces explications. Ces fameux bougets, Pablo Pio-Vivien, éventuels du Premier ministre, geler la réforme des retraites, taxer les ultra-riches, même si ça ne sera pas la taxe Zuckman a priori, ça pourrait convaincre une partie de la gauche, ou est-ce que c'est définitivement plié le match là ? Alors, je vais reprendre la formulation de l'intersyndicale, celle qui a réussi à mobiliser hier dans la rue plus d'1 million de personnes. Ils ne veulent pas la suspension de la réforme des retraites, ils demandent l'abrogation de la réforme des retraites. Il n'y a guère à gauche que le Parti socialiste qui demande la suspension, qui se contenterait plutôt de la suspension de la réforme des retraites. Après, est-ce que ça suffirait ? Les macronistes n'iront pas plus loin. Est-ce que ça suffirait à ce que les socialistes ne votent pas la censure à un gouvernement de Sébastien
Sébastien Lecornu? Je ne le pense pas. Le Parti socialiste, ils ont un gros problème en fait de squelette idéologique, d'identité, pour savoir est-ce qu'ils appartiennent en fait à la grande famille de la gauche ou est-ce qu'ils ont envie d'aller du côté des macronistes. Ça fait maintenant depuis 2017. C'est la social-démocratie, non? Comment? C'est la social-démocratie, vous parlez de Oui, squelette. la social-démocratie. La social-démocratie, c'est généralement un parti de gouvernement. Oui, et alors? Donc, c'est un parti qui parfois fait des compromis. Ils peuvent faire des compromis tant qu'ils le veulent, mais surtout, ce qu'ils doivent faire... Ça, c'est une partie de la démonstration. Montrer qu'ils sont responsables et ils peuvent gouverner, etc. L'autre partie de la démonstration, c'est qu'ils sont de gauche. Si vous avez un parti, en fait, qui fait la démonstration qu'il peut gouverner, mais qu'en même temps, il gouverne à droite, ça a été le cas, par exemple, de François Hollande, au bout d'un moment, ça fait 6%. La droite n'est pas persuadée qu'il a gouverné à droite. Ça fait 6%, et par contre, la gauche l'est. Et après, ça fait 6% aux élections présidentielles et 1,75. Donc ça ne marche pas. Donc moi, je ne pense pas, lorsque vous écoutez ce que racontent tous les cadres du Parti socialiste, il n'y en a pas un qui vous dit qu'il hésiterait à voter la censure aujourd'hui de Sébastien Lecornu. Et en plus, on ne sait pas ce que va faire Sébastien Lecornu. Non mais tout ça, le problème c'est que geler la réforme des retraites et c'était quoi l'autre? La taxe sur les ultra riches. Tout ça, mais c'est des plans sur la comète. Jamais Emmanuel Macron n'acceptera ni la taxe Zuckman, même édulcorée, ni le gel de la réforme des retraites. La seule chose qu'on a eu, c'est la suppression des 2 jours fériés. Non mais s'il vous plaît, en fait, il faut être sérieux 5 minutes. Antoine Oberhof, allez-y, je sens que vous voulez répondre à Pablo Piovi. Non, simplement pour reprendre froidement les différentes doléances et requêtes qu'il peut y avoir du côté de la gauche. La suspension de la réforme des retraites, vraiment, il faut bien comprendre ce que ça implique. Ça veut dire que si on arrêtait à date la montée en puissance du nombre de trimestres requis pour pouvoir partir à la retraite à taux plein, les gens pourraient partir à 62 ans et 9 mois, alors que nous avions un objectif de déploiement à l'horizon 2030 de 172 trimestres. C'est ça qu'implique le gel de la réforme des retraites. C'est grave, docteur? C'est grave, docteur, ça coûte de l'argent en tout cas, ça coûte plusieurs milliards. Oui, mais il va y avoir une taxe sur les ultra-riches, on peut peut-être... Ah oui, alors j'y viens. Donc cette taxe sur les ultra-riches, encore pour pouvoir compter dessus, encore faut-il être certain de son rendement. Or, que nous dit-on, notamment du côté certaines figures du Parti socialiste, telles que François Hollande, on voit déjà un travail de détricotage de la taxe Zuckman qui ne doit pas tellement plaire d'ailleurs à son principal inspirateur, Gabriel Zuckman, l'économiste, qui nous dit quoi, François Hollande? Il nous dit le taux à 2%, on n'est pas sûr de sa constitutionnalité. Il y a moyen de moyenner, peut-être qu'il faudrait redescendre à 1%. Il se un problème de constitutionnalité sur la taxation, François Hollande. Absolument. Sur la question de l'assiette elle-même, vous avez vu que ce qui fait débat, c'est l'inclusion des biens professionnels. Or, on sait que l'essentiel du rendement d'une taxe Zuckman sur les patrimoines supérieurs à 100 millions d'euros, c'est précisément les biens professionnels. Si vous excluez les biens professionnels, alors effectivement, vous n'êtes plus du tout dans la fourchette de 15 à 25 milliards, vous êtes sur les 3-4 milliards d'euros. Donc, ça ne fait pas du tout la maille, et ça s'appelle l'ISF, absolument. Donc, pour revenir au dilemme stratégique des socialistes, les socialistes ont à la fois une quête de crédibilité, certes, et là je renvoie effectivement à votre expression de social-démocratie, quoiqu'elle n'a pas tellement existé jamais en France, mais ce lien, cette nécessité du compromis, ce lien avec les syndicats, avoir l'oreille tendue à la CFDT et à ses requêtes, sauf que les socialistes en janvier dernier... J'ai l'impression que la social-démocratie a existé sous François Hollande ou sous Lionel Jospin, un peu ou prou. Disons, c'est ce lien organique avec les syndicats. Et effectivement, en janvier dernier, les socialistes ont souvenir de quoi ? En souvenir que ceux qui les ont incités à aller dans le train des négociations et à croire à l'hypothèse d'un conclave concluant, c'est aussi la CFDT de Marie-Lise Léon. On ne peut pas dire que les socialistes aient été très bien payés en retour. L'autre pan du dilemme stratégique, c'est effectivement celui qui préoccupe Pablo, celui des relations internes à la gauche. Et de ce point de vue-là, je le rejoins, on a une Marine Tondelier qui, pour les écologistes, vous dit quoi ? Vous dit la présence de Bruno Retailleau à l'intérieur d'un gouvernement est à elle seule un motif de censure. Ça tombe bien parce qu'on va revenir à droite. Qu'importe si il y a des avancées sociales, vous ne nous aurez pas comme ça. Donc, le Parti socialiste peut-il se permettre aujourd'hui, avec un RN qui votera lui aussi la censure, d'être le seul à porter à bout de bras le macronisme finissant, pour reprendre l'expression usuelle, d'être les supplétifs du macronisme? Ce serait en tout cas très gênant coûteux à l'approche des élections. Moi, c'est ça, c'est surtout ça la problématique qui, je pense, taraude le Parti socialiste et qui explique aujourd'hui une intransigeance bien plus forte qu'avec François Bayrou. C'est que il y a des municipales là qui arrivent. Et même au-delà des municipales, peut-être même avant les municipales, si le gouvernement de Sébastien Lecornu tombe, il y aura probablement une dissolution. Il y a le risque de la dissolution. Et si vous êtes dans un risque de dissolution puisqu'il n'y aura vraisemblablement pas à nouveau d'alliance de la gauche, si vous êtes face à la France insoumise et que vous êtes un socialiste
est-ce qu'il n'est pas plus confortable d'être dans une position où on ne peut pas vous taxer d'avoir soutenu le gouvernement de Sébastien Lecornu? Il y a aussi cette démarche à prendre en compte. Et comptable du bilan d'Emmanuel Macron. Cet anathème social traître qui a longtemps collé à la peau aux socialistes, ils ont réussi tant bien que mal, en 10 ans, au bout de 10 ans, de se détacher de ça au moment, notamment, d'abord de la NUPES, puis surtout du nouveau Front Populaire. Est-ce que la question qui taraude les socialistes aujourd'hui, c'est est-ce qu'on reprend le risque de se faire coller l'étiquette sur le front? Alors ça, c'est pour les socialistes, mais puisqu'on parle dans cette émission du cap de Sébastien Lecornu, de ce trou de souris très, très mince par lequel il essaye de passer pour se maintenir à Matignon, il y a la question de la droite, parce que geler la réforme des retraites, taxer les ultra-riches, j'en passe et des meilleurs, je ne suis pas sûr que Bruno Retailleau, Antonin Baroff et ses amis soient tout à fait d'accord pour assumer cette rupture-là. Non, Bruno Retailleau, objectivement, ça lui hérisse le poil. Et quand bien même il a très, très, très envie de garder l'apparat et la voiture de fonction de la place Beauvau, il est évident que s'il avalise ce type de mesures, il se coupe de l'électorat LR. Tout ça sur fond, n'oublions pas, de guerre larvée entre Laurent Wauquiez d'un côté et Bruno Retailleau de l'autre. Donc, si vous voulez, là aussi, les LR sont dans ce dilemme d'accompagnement du macronisme et de dilution de leur identité avec un RN qui ne manquera pas de les accuser tant et plus. Donc, si vous voulez, il y a également un scénario qui existe dans nombre de leaders dorénavant, de droite comme de gauche, c'est peut-être qu'en réalité, Sébastien Lecornu a été nommé pour faire office de dernier fusible avant un retour aux urnes, en réalité inéluctable. Parce que, si vous voulez... C'est une stratégie dangereuse pour le chef de l'État. C'est une stratégie éminemment dangereuse. Moi, ce que j'observe, c'est qu'en décembre dernier, que disait Sébastien Lecornu avant que finalement François Bayrou ne torde le bras d'Emmanuel Macron pour être nommé? Il lui disait lors d'un déplacement à Doha avec le chef de l'État, c'était des propos qui étaient rapportés à l'Express à l'époque: ne me nommez pas, je vous suis trop lié, je ne serai pas infusible, je serai conducteur de courant, conducteur d'électricité. Précisément, on sait qu'à la seconde où Sébastien Lecornu serait censuré, l'attention se porterait immédiatement vers le chef de l'État. Sans fusible. Se pose une question, c'est de savoir, est-ce que la dissolution de juin dernier avait été incomprise des Français? S'il y avait une chute de Sébastien Lecornu, alors la dissolution apparaîtrait comme la résultante d'un blocage parlementaire, d'une situation devenue indémêlable à l'Assemblée nationale, et donc il y aurait un retour aux urnes. Seulement là où le pari est dangereux, c'est que le pari est celui que l'affaissement du barrage républicain et peut-être même l'union des droites produisent une majorité absolue pour qui? Pour le Rassemblement national. C'est là où je ne suis pas jusqu'au bout le raisonnement d'Antoine, parce que comment Emmanuel Macron peut-il essayer de faire croire qu'il n'en est pas responsable, dans la mesure où déjà c'est lui qui a nommé ces 3 premiers ministres-là, et surtout François Bayrou et Sébastien Lecornu qui lui sont des proches. La gauche aura toujours bon dos de dire: mais attendez, nous, on vous avait dit de nous nommer, vous ne l'avez pas fait. Vous ne nous avez pas essayé. C'est là où, pour moi, il y a eu cette fameuse erreur stratégique du tout début, juste après la dissolution de cette législature, qui est que la gauche étant arrivée en tête, ce que beaucoup disent, il aurait dû... Ne pas solder l'hypothèse... Lucie Castet, ou en tout cas d'une personnalité de gauche, et peut-être que ça se serait un petit peu mieux passé après. Oui, moi, 2 choses à dire. La première, c'est que je ne pense pas qu'il faille surestimer la place qu'aujourd'hui Sébastien Lecornu a dans l'espace politique qui est le nôtre. Non, mais c'est le Premier ministre. Alors, c'est le Premier ministre, tout à fait. Moi, je peux vous dire, hier, dans la manif, personne ne parlait de Lecornu. Tout était à destination d'Emmanuel Macron. Vous avez déjà dit tout à l'heure que c'était pas Tom Cruise. D'accord. Non, mais c'est-à-dire que tout le monde. On peut quand même pas l'accabler. Et il y a une autre chose, c'est que quand vous écoutez les leaders politiques, que ça soit à gauche Jean-Luc Mélenchon ou à l'extrême droite Marine Le Pen, c'est-à-dire l'opposition, mais ils ne parlent pas dans leur discours de Sébastien Lecornu. Ce qu'ils visent, c'est Emmanuel Macron. C'est-à-dire qu'ils ont déjà enjambé le Premier ministre. Bien sûr, mais si Sébastien Lecornu bouge, alors on a bien compris que ça ne suffirait peut-être pas à une partie du Parti socialiste, ça ne plairait pas à la droite, mais est-ce que ça pourrait pas être du côté du RN? Geler la réforme des retraites, taxer les ultra-riches, est-ce que finalement ce ne sont pas des mesures qui pourraient plaire à Marine Le Pen et à Jordan Bardella? C'est un peu complexe parce que
Ah oui, mais ça, c'est le spécialiste Exactement. en maths, là. Exactement, mais il a tout à fait raison. Oui. Et après, bon, il y a un problème, c'est qu'au sein du Rassemblement national, il n'y a pas une seule dynamique, en fait, sur la question de la réforme des retraites. Ils ne disent pas tous la même chose. Quand vous écoutez Jordan Bardella, c'est pas exactement la même chose. Contre. Oui, ils étaient tout à fait contre. Et puis après, il y a eu les élections législatives où là, c'était un peu plus compliqué. Le positionnement de Jordan Bardella, c'était un peu amolli. Il y a eu des liens avec le patronat qui ont été tissés entre-temps. Et encore aujourd'hui, il continue de les consolider, ces liens. Patronat qui est farouchement contre l'abrogation ou la suspension de cette réforme des retraites. Donc, il y a des changements à ce niveau-là. Mais juste un point, parce que moi, je trouve ça quand même très inquiétant. Antoine disait tout à l'heure, oui, mais la France, de toute façon, elle est à droite. Et parfois, on a dans nos éléments de langage des façons de parler de la droite et de dire, genre, en fait, c'est de Emmanuel Macron jusqu'à Marine Le Pen. C'est-à-dire, c'est le bloc central plus le Rassemblement national. J'ai entendu Thomas Piketty, qui est un homme de gauche, un économiste de gauche dans la société, dire exactement la même chose. Ce dont nous avons besoin, c'est un affrontement gauche-droite. Et dans la droite, il mettait genre, le bloc central et le Rassemblement national. Alors évidemment, du coup, ça penche à droite si on agrège tout ce monde. D'une part. Et d'autre part, je trouve ça excessivement dangereux. On a Bruno Retailleau au gouvernement, Pablo. On a Bruno Retailleau au gouvernement. Alors, à la fois, c'est une vérité, à la fois que de le dire, ça produit en fait des effets. Attendez, vous voulez pas qu'on dise une vérité ? Je comprends pas. Non. C'est pas bien, si vous voulez, c'est pas une vérité en fait. Enfin, je veux dire, une vérité, tu choisis ce que tu dis dans la vérité. Enfin, tu choisis comment tu l'exprimes, comment tu la présentes. Et dire que genre toute la droite, parce que ça voudrait dire que si tu considères que toute la droite a fait par exemple 70% aux dernières élections législatives, en comptant le Rassemblement national et le bloc central, que en plus à l'intérieur de cette droite, il y a une partie qui est plus en dynamique, c'est le Rassemblement national par rapport aux autres composantes. Ça commence en fait à créer en fait un espace qui ressemble en fait à ce qui se passe aux États-Unis avec Donald Trump qui vient du parti républicain classique et qui a pris, c'est le Tea Party qui a pris le pouvoir sur le parti républicain. Alors, je pense qu'il va falloir faire attention et à un moment recouper en deux cette droite parce que sinon on va crever. Il nous reste une minute. Alexandre puis Antoine pour conclure. Sur cette hypothèse, il y a deux raisons pour lesquelles, à mon avis, ça n'a peu de chances de se passer. Un, quel est l'intérêt de Marine Le Pen et du Rassemblement national de s'allier avec Sébastien Lecornu ? De ne pas avoir d'élection tout de suite, peut-être ? Ils les veulent. Ils les veulent. Et surtout, vous vous collez l'image du soutien du macronisme, si vous faites ça. Deuxièmement, quel est l'intérêt des députés du camp présidentiel de s'allier avec Marine Le Pen ? Eux qui ont, en 2024, construit cette idée du Front républicain avec la gauche. C'est pas s'allier, c'est négocier la non-censure. Enfin, c'est pas exactement pareil. Oui, mais c'est pas la même chose. Je pense concrètement à Gabriel Attal. Je ne le vois pas accepter quelque chose comme ça. On se souvient de son attitude le soir de la dissolution, où il est clairement dit aucune voix au Rassemblement national. D'autant que Juste Petit Monde pense à 2027. Absolument. Antoine. Oui, simplement, sur le mouvement que décrivait Pablo et qui est fondamental, qui est celui, en réalité, des repères politiques que l'on se donne et d'un brouillage de repères dans le clivage droite-gauche que nous connaissions jusqu'à présent. J'ai envie de demander, la faute à qui, en réalité ? La faute à qui ? Et je vois au moins deux responsabilités majeures pour conclure. En même temps, non, peut-être ? Et l'une est pour la France Insoumise et Jean-Luc Mélenchon, qui a eu tendance quand même fortement ces derniers temps à laisser penser que tout ce qui n'était pas de leur mouvement politique relevait du fascisme. D'accord ? Et vous avez ensuite, dans le bloc central, affaire à des macronistes qui, eux, en dehors d'un périmètre qui relèverait, allez, disons-le, du cercle de la raison, considèrent que toutes les oppositions appartiennent au chaos. Eh bien, quand vous avez des formations politiques comme ça qui n'acceptent pas la controverse franche entre une droite et une gauche identifiée sur des fondamentaux, ça produit cela. Merci à tous les trois de nous avoir aidés à y voir plus clair. On va évidemment continuer à suivre dans les prochains jours et notamment cet ultimatum des syndicats à l'adresse de Sébastien Lecornu qui doit donc leur répondre d'ici mercredi. Enfin, s'il le souhaite, il n'y a évidemment aucune obligation. Enfin, je l'ai compris comme ça. Merci à vous d'avoir été avec nous. 17h30.